Ma fille a crié et m'a giflé après que je l'ai empêchée de sortir avec un homme toxique, en disant « Tu n'as pas le droit de choisir qui je peux voir ». Puis elle s'est impliquée dans une opération clandestine dangereuse, ce qui m'a obligé à appeler la police. Il y a quelques mois, ma fille Rachel a commencé à rater ses cours, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant, car elle était une excellente élève. À la même époque, elle a commencé à sortir avec un garçon de son école. Il porte des vêtements amples, une coupe de cheveux bizarre et des t-shirts ICP à chaque fois que je le vois. Je pense que ma fille est amoureuse de lui, car maintenant elle se maquille toujours avant de sortir, sauf pour aller à l'école. Elle avait environ $500 de côté et je suppose qu'elle est allée acheter tous ses t-shirts et accessoires ICP. Je ne savais pas ce qu'était ICP, alors j'ai cherché sur Google. J'ai découvert qu'il y avait toute une culture autour de ce groupe et qu'il s'appelait les Jugalos. J'ai trouvé beaucoup de choses négatives sur les Jugalos, alors naturellement, je me suis inquiété. Certains les considèrent même comme un gang. J'en ai parlé à ma fille et je lui ai demandé si elle consommait des substances. C'était environ 2 semaines après qu'elle ait commencé à s'habiller ainsi. Elle m'a dit de ne pas me mêler de ses affaires et m'a claqué la porte au nez. J'ai attendu quelques jours et j'ai réessayé de lui parler. Cette fois, elle m'a dit que j'étais idiote et qu'elle ne consommait pas de substances. Je lui ai demandé pourquoi elle se maquillait. Elle m'a dit que ce n'était pas différent de quand j'avais porté du maquillage Kiss à un de leurs concerts il y a des années. Je lui ai dit que j'allais à un concert, pas passer 1 heure à me maquiller pour marcher 5 minutes jusqu'au magasin acheter 1 litre de lait. La dispute n'a rien donné, et j'ai décidé de laisser tomber. Jusqu'à ce que nous allions dîner pour la fête des mères. Nous allons généralement dans un bon restaurant, et cette année, nous avons décidé d'aller au Macaroni Grill. Pendant ce temps, ma fille a décidé qu'elle porterait son maquillage ICP et ses vêtements de groupe pour ce dîner. Je me suis énervé et je lui ai dit d'aller se changer. Je lui ai dit que ce n'était pas un cirque et que nous célébrions sa mère. Elle s'est énervée et m'a insulté, me disant que j'étais un père horrible. À cause de cette dispute, nous ne sommes pas allés dîner. Je me suis senti très mal pour ma femme et je me suis fait pardonner le lendemain. Bref, jusqu'à la semaine dernière, ma fille et moi avions eu peu de contact et quand j'ai essayé de lui parler, elle m'a fait la sourde oreille. Le week-end dernier, j'ai découvert quelque chose qu'aucun parent ne voudrait jamais trouver. On pourrait me traiter de mauvais père pour avoir fouiné, mais je l'ai fait. Elle était sortie avec un garçon et je voulais voir si elle avait de la drogue dans sa chambre. Je pensais peut-être trouver de la marijuana. Si c'était le cas, je la lui confisquerais et je lui en parlerais. Mais ce que j'ai trouvé, c'était une substance poudreuse blanche dans un petit sac Ziploc. Étant un ancien toxicomane, je savais ce que c'était. Je suis allé en parler à ma femme et elle était sous le choc. Nous ne savions pas quoi faire. Quelques heures plus tard, ma fille est rentrée à la maison avec ce garçon. Je l'ai confrontée à ce que j'avais découvert, et elle est devenue folle et m'a dit que je n'avais pas le droit de fouiller dans ses affaires. Après avoir fini de crier, j'ai demandé au garçon de partir, car c'était une affaire de famille. Ma fille m'a dit d'aller au diable, m'a littéralement giflé et l'a emmené dans sa chambre. Ma femme pleurait et j'étais furieux. Il m'a fallu beaucoup de temps pour ne pas la gifler en retour, mais je me suis contrôlé et je n'ai pas eu recours à cela. J'ai ensuite fait ce que je pensais être la meilleure chose à faire. J'ai appelé la police. Il a résisté, m'a lancé un regard moqueur, puis a regardé Rachel comme s'il attendait son intervention. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, j'ai répété plus fermement, « Tu quittes ma maison immédiatement ». Rachel m'a fusillé du regard, le visage encore couvert de ce maquillage grotesque. D'épais traits noirs soulignaient ses yeux et s'étalaient comme des fissures sur sa peau pâle, tandis que sa bouche, peinte en rouge vif, se courbait en une grimace de défi. Puis, avant que je puisse réagir, elle a levé la main et m'a giflé violemment. Le bruit résonna dans le salon et je sentis aussitôt une brûlure sur ma joue. Ma femme haleta. « Tu n'es personne pour me dire quoi faire. » Rachel cracha avec une fureur que je n'avais jamais vue dans ses yeux. À cet instant, le désespoir et la peur me gagnèrent. Ce n'était pas seulement une rébellion adolescente. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Prenant mon téléphone, j'appelai les secours. Ma femme me regarda avec horreur, mais n'essaya pas de m'arrêter. Elle savait que nous avions franchi une limite dangereuse. À l'arrivée de la police, Rachel était toujours hors de contrôle. Elle criait, pleurait, disait que j'étais un monstre, que je la détruisais. L'agent tenta de la calmer, mais elle résista.
Ce n'est que lorsqu'ils évoquèrent qu'elle risquait d'être placée en garde à vue pour trouble à l'ordre public que son attitude changea. Elle tremblait, la respiration saccadée, mais elle finit par se laisser guider par un des agents pour s'asseoir sur le canapé. Je leur montrai le petit sachet de poudre blanche que j'avais trouvé dans sa chambre. L'un des agents le prit et l'examina d'un air sombre. « Il faudra faire des examens pour confirmer ce que c'est, dit-il finalement. Mais si c'est bien ce que ça semble être, c'est grave. » Ma femme sanglotait doucement. Le petit ami de Rachel avait disparu dès qu'il avait entendu les sirènes, laissant ma fille seule face aux conséquences. Un sentiment d'impuissance m'envahit. À quel moment avais-je perdu notre fille? Je me souvenais de Rachel qui rentrait de l'école toute excitée pour me raconter ses projets et ses réussites, de nos après-midi entiers à regarder des films, ou de son sourire qui illuminait la maison. Maintenant, devant moi, je ne voyais plus que l'ombre d'elle-même. Les policiers nous ont suggéré de consulter un professionnel. Ils ont même évoqué la possibilité d'une réinsertion si nos soupçons se confirmaient. Rachel ne cessait de me regarder avec haine, comme si j'étais son pire ennemi. Mais derrière ce masque de ressentiment, je voyais autre chose. La peur. Cette nuit-là fut un enfer. Rachel s'enferma dans sa chambre, tapant sur les murs et hurlant qu'elle nous détestait. Ma femme et moi étions assis dans le salon, incapables de dormir, ne sachant comment affronter la situation. Première mise à jour. Les jours suivants furent un cauchemar. Rachel quittait à peine sa chambre, et lorsqu'elle le faisait, c'était pour nous lancer des regards méprisants. L'école nous a appelés pour nous informer de ses absences répétées en cours. Notre inquiétude s'est accrue lorsque nous avons constaté que son état physique se détériorait. Elle avait maigri, de profondes cernes sous les yeux et son attitude était de plus en plus instable. Une nuit, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu des bruits venant du rez-de-chaussée. Je me suis levé furtivement et, en sortant, j'ai vu Rachel sortir de la maison par la fenêtre du salon. Je l'ai suivie. Elle ignorait que je l'observais depuis l'ombre tandis qu'elle descendait la rue d'un pas pressé. La nuit était froide, un léger brouillard flottait sur le trottoir mouillé. Les lampadaires clignotaient par intermittence, projetant des ombres allongées qui semblaient animées d'une vie propre. Le silence était troublant, troublé seulement par le craquement des feuilles sèches sous ses pas et le murmure lointain de voix perdues dans l'obscurité. Chacun de ses pas résonnait dans la rue déserte, augmentant mon malaise. Au bout de quelques minutes, je la vis arriver dans un quartier sombre et solitaire. Il était là, son petit ami. Il n'était pas seul. D'autres l'accompagnaient, vêtus de la même manière, avec les mêmes t-shirts et le même visage peint. Leur façon de parler et de bouger me donna des frissons. Je décidai de m'approcher, caché derrière des buissons. Ce que j'entendis me glaça le sang. « Il faut qu'elle ne parle pas », dit le petit ami de Rachel à voix basse. Son père se mêle de ce qui ne l'intéresse pas. S'il continue comme ça, il faudra faire quelque chose. Rachel hocha lentement la tête, le regard perdu. Une des filles du groupe s'approcha d'elle et lui tendit un petit sac. Ma fille le prit d'une main tremblante. Je ne pouvais pas le permettre. Je ne pouvais pas la perdre dans ce gouffre obscur. Avant même de penser aux conséquences, je suis sorti de ma cachette. Rachel, rentrons à la maison. Tout le monde s'est tourné vers moi. L'expression de ma fille est passée de la surprise à la fureur. Mais avant qu'elle puisse réagir, son petit ami a fait un pas en avant, un sourire menaçant aux lèvres. « Eh bien, regarde ça, papa héros », a-t-il dit avec un sourire moqueur. Ce n'est peut-être pas toi qui décides de ce qui se passe ce soir. À cet instant, j'ai su que ce n'était pas qu'une phase. Ma fille était prise au piège de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui menaçait de nous dévorer tous. J'ai fait un pas en avant, sans quitter le garçon des yeux. Je savais que j'étais en danger, mais je ne pouvais pas me laisser intimider. Je me fiche de qui tu es ou de ce que tu penses pouvoir faire. Ma fille vient avec moi. Un silence tendu s'est installé. Rachel m'a regardé avec un mélange de surprise et de désespoir. L'un des autres jeunes hommes a sorti quelque chose de sa poche, un petit objet métallique qui brillait dans la faible lumière d'un lampadaire. Deuxième mise à jour. Dans l'ombre, j'ai réussi à distinguer sa forme. C'était un canif. Mon pouls s'est immédiatement accéléré. La situation était devenue bien plus dangereuse. On ne veut pas d'ennui, ai-je dit calmement, essayant de maîtriser ma peur. Je veux juste emmener ma fille. Le petit ami de Rachel a ri sous cap et s'est approché d'elle, lui passant un bras autour des épaules.
Rachel, tu veux partir avec lui ou rester ici avec nous? Ma fille a hésité quelques instants. Le silence semblait éternel. Puis, d'une voix ténue, elle a dit, « Papa, va-t'en. Laisse-moi tranquille. » Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, mais je n'allais pas abandonner. « Je ne peux pas faire ça, Rachel, » ai-je murmuré. Les autres garçons s'agitaient nerveusement. Ils savaient que ma présence compliquait les choses. À cet instant, une sirène a retenti au loin. Ils se sont figés. Ils savaient ce que cela signifiait. La sirène se rapprochait, et les garçons ont commencé à bouger nerveusement. Le petit ami de Rachel a froncé les sourcils et a regardé autour d'eux avec suspicion. « On file » ordonna-t-il d'une voix pressante. Un à un, les membres du groupe s'enfoncèrent dans l'obscurité comme des ombres. Rachel, quant à elle, resta immobile, le souffle court. Un instant, je crus qu'elle allait courir vers moi, que tout cela s'arrêterait là. Mais soudain, quelque chose changea. Rachel tourna lentement la tête et me regarda d'un air qui me fit frissonner. Ses pupilles étaient dilatées, ses lèvres tremblaient. Mais le pire, c'était son sourire, une grimace surnaturelle, comme si quelqu'un d'autre contrôlait ses muscles. « Papa » murmura-t-elle, mais sa voix était déformée, comme si quelqu'un parlait à travers elle. Je reculai d'un pas, l'instinct primitif de fuir hurlant dans ma tête. Il y avait quelque chose de terrible. Les gyrophares des voitures de patrouille éclairèrent la rue, et une voix forte ordonna, « Reste où tu es. » Rachel cligna des yeux plusieurs fois et son expression changea en un éclair. Soudain, son corps se détendit et la froideur de son visage disparut, comme si elle sortait d'une transe. Elle porta une main à sa tête et marmonna quelque chose d'inintelligible avant de s'effondrer à genoux. Je courus vers elle, ignorant les cris de l'agent. Quand je la touchai, sa peau était glacée et sa respiration haletante. « Rachel, dis-moi que tu vas bien » murmurai-je en la secouant doucement. Ses lèvres remuèrent difficilement. « Papa, il me regarde. » Les agents arrivèrent à nos côtés, mais je ne me souciais plus de ce qu'ils disaient. Quelque chose de sombre s'accrochait à ma fille, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je ressentais au plus profond de moi. Et je savais sans l'ombre d'un doute que ce n'était que le début. Les agents posèrent des questions, mais Rachel répondit à peine. Son regard était vitreux, perdu dans un vague flou. Quelque chose en elle était brisé, comme si une partie de son esprit ne lui appartenait plus. « Il faut la ramener à la maison » dis-je à l'un des agents. Ma voix était à peine un murmure. L'agent hocha la tête avec suspicion, mais il n'avait aucune raison de nous arrêter. Ils nous escortèrent jusqu'à la porte, s'assurant que nous allions bien, puis partir. Mais rien n'allait. Ma femme nous attendait dans le salon, emmitouflée dans un peignoir, les yeux gonflés d'inquiétude. Voyant l'état de Rachel, elle courut vers elle. Mais notre fille la repoussa d'un murmure incompréhensible et monta l'escalier en titubant. « Que s'est-il passé » demanda ma femme, la voix brisée. Je ne savais pas quoi répondre. La nuit passa dans un silence tendu. Rachel s'enferma dans sa chambre. On n'entendit rien. Elle ne parla pas. Elle ne se plaignit même pas quand nous lui annonçâmes que nous allions chercher de l'aide. Puis, vers 3 heures du matin, la maison se remplit de murmures. Je me suis réveillé à leur bruit. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais en y prêtant attention, j'ai compris que c'était des voix. Elles chuchotaient dans les coins, dans les couloirs, derrière les murs. Je me suis levé et j'ai traversé la maison faiblement éclairée. La température avait chuté brusquement, et chaque pas me donnait l'impression de marcher dans une tombe ouverte. Les murmures provenaient de la chambre de Rachel. J'ai dégluti difficilement et j'ai attrapé la poignée de la porte. Elle était glaciale. J'ai lentement tourné la poignée et poussé la porte. Rachel se tenait dans le coin le plus sombre de la pièce, me tournant le dos. « Rachel » ai-je dit d'une voix ténue. Elle n'a pas répondu. Je me suis approché prudemment. Le clair de lune filtrait par la fenêtre et projetait son ombre sur le mur. Et puis je l'ai vue. Il y avait une autre ombre à côté de mes filles. Elle était plus grande, plus mince, avec des membres allongés et une tête déformée. Mais le pire, c'était quand l'ombre bougeait et que Rachel restait immobile. L'air devenait dense, lourd, difficile à respirer. La peur me paralysait tandis que l'ombre tournait lentement la tête. Même si Rachel restait immobile, il n'y avait ni yeux, ni bouche, juste un espace vide au milieu de l'obscurité. Et puis Rachel parla, mais sa voix n'était pas la sienne. « Papa,
c'est trop tard. Elle se retourna et ses yeux n'étaient plus humains. C'étaient des trous noirs sans lumière, sans âme. Quelque chose en moi hurlait de fuir, mais il n'y avait plus d'échappatoire. Je reculai, le cœur battant la chamade. Rachel fit un pas vers moi, mais son mouvement n'était pas naturel. Il était rigide, comme si quelque chose en elle luttait pour garder le contrôle. Papa. Sa voix était un écho déformé, un son creux qui ne semblait pas humain. J'essayai de parler, mais la peur m'étranglait. L'ombre sur le mur s'agita et, l'espace d'une seconde, je la vis se détacher de sa forme bidimensionnelle, comme si elle essayait d'entrer dans le monde réel. Mes jambes réagirent avant mon esprit et je sortis en courant de la pièce. Je claquai la porte et m'y adossa, tremblante. De l'autre côté, la respiration de Rachel devint irrégulière. « Tu n'as jamais compris. Tu n'as jamais voulu voir, murmura-t-elle, ou ce qu'elle disait par la bouche. » Puis elle se mit à rire. Un bruit sourd et rauque se transforma peu à peu en un gloussement terrifiant. Quelque chose frappa violemment la porte et un frisson me parcourut l'échine. Ma femme apparut dans le couloir, pâle et le regard empli de terreur. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai juste pris la main et je l'ai traîné hors de la maison. Depuis la rue, j'ai regardé la fenêtre de la chambre de Rachel. Quelque chose bougeait derrière les rideaux. Quelque chose de trop grand pour être elle. Appelons quelqu'un, un prêtre, peu importe, murmura ma femme en se serrant dans ses bras. Mais c'était trop tard. La porte d'entrée s'ouvrit lentement. Rachel était sur le seuil, nous regardant de ses yeux vides. « Vous ne pouvez pas partir, » dit-elle avec un sourire en coin. Ce n'est que le début. Les rues s'assombrirent soudain. Les lampadaires vacillèrent et le brouillard commença à s'épaissir autour de nous. Les ombres s'allongeaient, serpentant sur le sol comme si elles avaient une vie propre. « Rachel, s'il te plaît » sanglotai-je, ne sachant que faire d'autre. Mais ce n'était plus ma fille qui se tenait devant moi. C'était autre chose. Quelque chose qui, au plus profond de mon âme, je savais qu'elle ne nous lâcherait jamais. Troisième mise à jour. L'air se fit dense comme si le monde entier s'était arrêté là. Instantanément. Rachel, ou ceux qui l'habitaient maintenant, nous observaient depuis la porte avec ce sourire en coin inhumain. Nous avons reculé d'un pas. Ma femme sanglotait doucement, s'accrochant à mon bras avec une force désespérée. Le quartier était plongé dans un silence étrange. Même le vent n'osait pas souffler. « Rachel, ma fille, s'il te plaît. » murmurai-je avec l'espoir absurde que quelque chose d'elle était encore là, prisonnier de cette silhouette d'ombre et de peau pâle. Mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle pencha lentement la tête comme si elle écoutait quelque chose que nous ne pouvions pas entendre. Puis le brouillard se mit à bouger. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas normal. Les volutes de brume rampaient sur le sol, formant des silhouettes allongées qui se tordaient comme si elles voulaient échapper à quelque chose d'invisible. Les ombres des arbres et des lampadaires s'étendaient pour nous entourer, bloquant notre seule issue. Quelque chose murmura à mon oreille. Ce n'était pas la voix de Rachel. C'était quelque chose de bien plus ancien. Un frisson me parcourut l'échine. Ma femme serra mon bras plus fort. « Nous, il faut que j'y aille, » dis-je en l'attirant. Mais avant que nous puissions bouger, Rachel leva la main et, d'un simple geste des doigts, les ombres se refermèrent sur nous. Il n'y avait plus de rue, plus de maison, seulement l'obscurité. Et au milieu de cette obscurité, les yeux de ma fille brillèrent comme deux braises ardentes. Le coup à la porte ressemblait moins à un coup qu'à un éclatement de l'univers. Un craquement violent et soudain dans le calme du soir que je tentais désespérément de maintenir. Ma femme Sarah sursauta, son livre à moitié libéré tombant au sol avec un bruit sourd. Je posai la main sur son bras, un geste censé la rassurer, mais mon propre cœur martelait mes côtes comme un oiseau pris au piège. Nous savions tous les deux qui c'était. Nous redoutions cela depuis des semaines. Cette confrontation inévitable qui flottait dans l'air de notre maison comme un épais brouillard toxique. Je marchai jusqu'à la porte, chaque pas étant un fardeau et un poids. Mon esprit imaginait une douzaine de scénarios inutiles. Quand je l'ouvris, elle était là, ma fille Maya. Mais ce n'était pas Maya, pas celle que j'avais élevée. Cette version d'elle était une étrangère, une caricature de défi. Elle avait 21 ans, une adulte. Pourtant, elle se tenait sur le pas de ma porte, telle une adolescente rebelle jouant un rôle qu'elle ne comprenait pas vraiment. Ses yeux, d'un brun doux et pensif,
était cerné d'un tel trait de crayon noir qu'il ressemblait à des orbites creuses. Ses lèvres étaient d'un violet foncé, et un anneau d'argent neuf brillait dans sa narine. À côté d'elle se tenait l'architecte de ce désastre, un homme qui se faisait appeler Kai. Il était plus âgé, peut-être la fin de la vingtaine, avec un air détaché et un regard qui semblait ne rien manquer. Il avait ce sourire narquois qui ne le quittait jamais, comme s'il était impliqué dans une blague que le reste du monde était trop stupide pour comprendre. « Il faut qu'on parle », dit Maya d'une voix neutre, dénuée de la chaleur qu'elle dégageait autrefois. Elle essaya de me dépasser, mais je tins bon, mon corps formant une barricade silencieuse. Dans l'embrasure de la porte. « Non », dis-je d'une voix étonnamment ferme. « Il n'entrera pas dans cette maison. » Le sourire narquois de Kai s'élargit légèrement. Il posa une main sur l'épaule de maman, un geste à la fois possessif et condescendant. « C'est bon, ma puce, murmura-t-il d'une voix basse. Laisse ton père s'exprimer. C'était ça. C'était l'étincelle. Toute la frustration, la peur, les semaines de questions sans réponse et de portes claquées, tout cela s'était transformé en une colère brûlante. Ce n'est pas ta puce, grognai-je en m'avançant sur le porche, réduisant la distance entre nous. Et tu n'es pas la bienvenue ici. Éloigne-toi de ma fille et quitte ma propriété. Le visage de Maya se tordit de rage. Tu n'as pas le droit de me dire qui je vois, hurla-t-elle, la voix brisée. Tu ne contrôles pas ma vie. Et puis c'est arrivé. Juste là, sur notre porche, sous la faible lumière jaune, ma fille de 21 ans. Elle a balancé sa main et m'a giflé. Le bruit était sec, affreux, un coup de feu dans le calme de la banlieue. La douleur a été immédiate, mais elle n'était rien comparée au choc qui m'a traversé. Une vague froide et engourdissante a éteint ma colère et n'a laissé qu'une profonde douleur sourde. J'ai vu le visage horrifié de Sarah dans l'embrasure de la porte, sa main se portant à sa bouche. J'ai vu l'éclat triomphant dans les yeux de Kai. Il avait gagné. Il avait orchestré cet instant, cette rupture publique définitive. À cet instant, je n'ai pas vu une jeune femme rebelle. J'ai vu un pion et j'ai vu l'homme qui l'a déplacé sur l'échiquier, sacrifiant sa relation avec sa famille à son propre jeu inconnu. La trahison était si totale, si absolue. C'était comme un coup physique, bien plus dur que celui qui me brûlait encore la joue. Je suis resté planté là, le monde se réduisant à eux trois sur le porche, tableau d'une famille complètement brisée. Ce n'était pas une phase. Ce n'était pas une aventure. C'était une invasion. Et ma fille n'était pas qu'une victime. C'était une collaboratrice consentante. Et c'est ce qui a vraiment brisé mon cœur en 1000 morceaux irréparables. Tout avait commencé si subtilement, comme toujours. Il y a environ 6 mois, Maya, qui avait toujours été une brillante, quoique un peu désorientée, étudiante en art à l'université locale, a commencé à changer. Au début, ce n'était que les vêtements. Les écharpes et les jeans colorés ont été remplacés par un uniforme noir implacable. Puis est arrivée la musique, un vrombissement industriel constant provenant de sa chambre qui faisait vibrer les murs et mes nerfs. Sarah m'a dit de me détendre. Elle est en train de se trouver. Franck, disait-elle, sa voix était une bombe apaisante que je voulais désespérément croire. On était jeunes, tu te souviens? Toi avec tes cheveux ridicules et ce groupe de punks qui répétait dans notre garage. Elle avait raison, bien sûr. J'avais fait partie d'un groupe appelé Static Bloom pendant 2 ans après le lycée. On était nuls, mais on avait l'impression d'être au bord du gouffre. Quelque chose d'énorme. Je savais ce que c'était que de vouloir se démarquer du reste du monde. Alors, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Je lui ai posé des questions sur les groupes. J'ai essayé de l'écouter, mais quand je lui parlais, c'était comme parler à un reflet dans une fenêtre sombre. Je me voyais, mais elle n'était qu'une silhouette vague de l'autre côté. Puis Kai est apparue. Un soir, elle l'a ramené dîner, une annonce faite avec l'enthousiasme d'un otage lisant un script. Il n'était pas celui que j'attendais. Je m'étais imaginé un gamin renfrogné avec une mauvaise posture. Kai était tout le contraire. Il était sûr de lui, éloquent, d'un charme presque surnaturel. Il a complimenté Sarah sur sa cuisine, m'a interrogé sur ma petite entreprise de paysagisme et a discuté d'art avec Maya d'une manière qui la tenait suspendue à ses lèvres. Il m'a profondément mal à l'aise. Il émanait de lui une immobilité prédatrice, une vigilance qui semblait déplacée. Il regardait notre maison non pas comme un invité, mais comme un expert en évaluation immobilière. Sarah était sous le charme.
Il est tellement intelligent, Franck, a-t-elle dit. Après son départ. Et il semble vraiment se soucier d'elle. J'ai simplement grogné en guise de réponse, incapable de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Je me sentais comme un homme regardant l'orage se lever par une journée ensoleillée, un orage que moi seul pouvais voir. La dispute a éclaté peu après. Maya a commencé à manquer des cours. Ses notes, autrefois une source de fierté, ont chuté. Quand j'ai essayé de lui en parler, elle a repris les philosophies de Kai. Les notes sont le fruit d'un système défaillant. Papa, elle ne mesure pas la véritable intelligence ou la créativité. C'était absurde, mais c'était ses propres absurdités, et elle les a dites avec le zèle d'une nouvelle convertie. L'argent a également commencé à disparaître. De petites sommes d'abord de la tirelire d'urgence que nous gardions dans la cuisine, puis des retraits plus importants du compte joint que nous avions ouvert pour ses frais de scolarité. Quand je l'ai confrontée, elle s'est mise en colère. C'est mon argent. Tu me l'as donné. Je suis une adulte. Elle avait raison sur un détail technique, ce qui a rendu la situation d'autant plus exaspérante. C'était pour ses études, une éducation qu'elle jetait maintenant aux ordures pour financer sa nouvelle vie avec lui. Nous avons découvert qu'elle ne faisait pas que sécher les cours. Elle avait carrément abandonné. L'université nous a appelés pour nous informer qu'elle avait dépassé le nombre maximum d'absences injustifiées. Ce soir-là, j'ai essayé d'avoir une vraie conversation pour briser le mur qu'elle et Kai avaient érigé autour d'elle. Sarah était assise avec nous à la table de la cuisine, arbitre nerveuse dans un match que j'étais voué à perdre. Maya, ma chérie, que se passe-t-il? J'ai commencé à essayer de garder un ton égal. Ce n'est pas toi. Ce Kai, ne fais pas ça. Elle m'a interrompu, les yeux lançant des éclairs. Ne lui en veux pas, car tu ne supportes pas que j'aie ma propre vie et mes propres idées. Quelles idées? Ai-je rétorqué, ma patience à bout de souffle. L'idée que la responsabilité est une construction. L'idée qu'il est acceptable de gâcher son avenir. Mon avenir est avec lui, a-t-elle déclaré. Nous sommes des artistes. Nous construisons quelque chose. Quelque chose que tu ne comprendrais jamais avec ta petite vie ennuyeuse. Tondre des pelouses et planter des arbustes. Ces mots étaient comme de l'acide. Ma petite vie ennuyeuse lui avait payé le toit, le matériel artistique qu'elle utilisait, la nourriture même qu'elle mangeait. La cruauté était à couper le souffle. Sarah tenta d'intervenir. Maya, ce n'est pas juste. Ton père travaille dur pour nous. Maya se contenta de ricaner et regarda Kai, qui était resté silencieux pendant tout ce temps, se contentant d'observer avec ce sourire narquois exaspérant. Il fit un léger signe de tête, un minuscule signe presque imperceptible. C'était un congédiement, et d'un coup, Maya se leva et sortit, nous laissant, Sarah et moi, assis dans les décombres de ce qui était autrefois notre dîner de famille. C'était 3 semaines avant la gifle. Durant ces 3 semaines, elle était devenue un fantôme dans notre maison, entrant et sortant à des heures indues. La musique industrielle était une présence bourdonnante constante derrière sa porte close. Mes conversations avec Sarah devinrent circulaires et tendues. Je voulais faire quelque chose pour mettre Kai dehors et donner un ultimatum à Maya. Sarah prêchait la prudence et la patience. Si tu la pousses, Franck, on va la perdre complètement, prévint-elle, les yeux emplis d'une supplication désespérée. Je sentis un gouffre se creuser entre nous, une faille créée par nos approches fondamentalement différentes de la crise qui se déroulait chez nous. Je me sentais trahi par son inaction, par son refus de voir le danger que je percevais si clairement. C'était un sentiment de solitude et de terreur, d'être la seule à sembler se rendre compte que notre maison était en feu. J'ai commencé à fouiner. Je n'en suis pas fier. J'avais l'impression de violer, de franchir une limite que je n'aurais jamais cru franchir avec mon propre enfant. Mais j'étais désespéré. J'avais l'impression de mener une guerre et de ne rien savoir de l'ennemi. J'attendis qu'elle soit sortie, elle et Kai, ce qui était le cas la plupart du temps. Sa chambre était en désordre, un paysage chaotique de vêtements noirs, de fournitures d'art et de canettes de boissons énergisantes vides. L'air était chargé d'une odeur d'encens et d'autre chose. Quelque chose de vaguement chimique que je ne parvenais pas à identifier. Au début, je ne trouvais rien. Juste des carnets remplis de poésie sombre et décousue et de croquis talentueux mais profondément dérangeants, remplis de figures tordues et de paysages ombragés. Tout cela était filtré par la vision nihiliste du monde de Kai. Puis, un après-midi, j'ai trouvé son vieil ordinateur portable caché sous une pile de linge.
Elle en avait un nouveau, un modèle élégant et coûteux que Kyle l'avait probablement convaincu d'acheter. J'ai ressenti un pincement de culpabilité en allumant l'ancien, mais je l'ai repoussé. Le mot de passe était facile, le nom de son chien d'enfance. J'ai directement consulté ses emails et ses réseaux sociaux. La plupart de ces informations dataient d'avant Kyle. Des photos d'elle souriant avec des amis, des messages concernant les cours, l'empreinte numérique de la fille qui me manquait tant que c'était une douleur physique dans la poitrine. Mais j'ai ensuite découvert l'historique de mes recherches récentes. C'était une liste de signaux d'alarme. Comment vivre hors réseau? La légalité du squat dans des bâtiments abandonnés. Des moyens indolores de... J'ai arrêté de lire. Je n'ai pas pu terminer la phrase. Une terreur glaciale m'a envahi, si intense que j'en ai eu le vertige. Était-elle suicidaire, ou était-ce juste une autre des conneries anti-establishment romancées de Kyle? Je ne savais pas ce qui était pire. J'ai continué à fouiller, les mains tremblantes. Dans un dossier oublié, j'ai trouvé une série de messages avec une amie, une fille nommée Chloé, datant d'environ un mois après sa rencontre avec Kyle. Chloé, es-tu sûre de ce type, Maya? Il a l'air plutôt intense. Maya, c'est un génie, Chloé. Il voit le monde tel qu'il est. C'est libérateur. Chloé, il a juste l'air tellement autoritaire. La façon dont il t'a dit de ne plus traîner avec nous. Maya, il ne m'a pas dit de ne plus le faire. Il a juste dit que vous étiez une distraction par rapport à mon vrai travail, mon article. Et il a raison, Chloé. Mais nous sommes tes amis. Maya, ma vie est différente maintenant. Je dois me concentrer. Tu ne comprendrais pas. La conversation s'est arrêtée là. Maya avait coupé les ponts avec ses amis, les gens qui la connaissaient depuis des années sur son ordre. Il l'isolait, lui supprimant systématiquement tout soutien jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que lui. C'était son jeu. C'était une tactique classique d'agresseur, et j'avais été trop aveugle pour le voir. La colère est revenue, froide et violente, cette fois. J'en avais assez d'attendre. J'en avais assez d'être patiente. J'ai fermé l'ordinateur portable et suis sorti de sa chambre, un plan se dessinant dans ma tête. J'allais le sortir de sa vie, coûte que coûte. Cette résolution, cependant, a été mise à l'épreuve par Sarah. Quand je lui ai montré les messages, son visage est devenu pâle, mais son instinct lui incitait toujours à la détente. Il faut qu'on l'emmène en thérapie, Franck, a-t-elle insisté. On ne peut pas y aller comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Une thérapie, ai-je demandé, incrédule. Il ne la laissera pas aller en thérapie. Il lui dira que les thérapeutes sont des agents du système conçus pour imposer le conformisme. Il faut d'abord se débarrasser de lui. Nous étions dans l'impasse, prisonniers de notre propre boucle de rétroaction, de peur et de frustration. J'avais l'impression de hurler dans un oreiller. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai pris un jour de congé et je les ai suivis. C'était un peu gluant, comme ce que ferait un détective privé dans un film de pacotille, mais je n'avais plus le choix. Ils n'ont rien fait de manifestement criminel. Ils sont allés dans un café où ils sont restés assis pendant des heures. Maya écoutait Kyle parler d'un air rappeur, ses mains gesticulant avec insistance. Puis ils sont allés dans une friperie, puis dans un parc où il l'a photographié posant devant des arbres décrépits et des clôtures rouillées. Il la prenait en photo, la transformant en son projet artistique personnel. Tout cela était d'une banalité exaspérante. Pourtant, je sentais une certaine emprise sous-jacente dans chaque interaction. Dans sa façon subtile d'ajuster sa posture pour une photo, dans la façon dont son regard cherchait constamment son approbation. J'étais sur le point d'abandonner pour la journée lorsqu'ils se sont dirigés vers un quartier que je ne connaissais pas, une zone industrielle d'entrepôts et de devantures de magasins abandonnés. Ils se sont arrêtés devant un bâtiment aux fenêtres condamnées et à une enseigne défraîchie indiquant Phoenix Textile. Kyle a tiré une clé de sa poche et a déverrouillé une porte latérale en métal lourd. Ils ont disparu à l'intérieur. J'ai attendu 20 minutes, mon esprit un tourbillon de terribles possibilités. Était-ce un squat? Était-ce là qu'il vivait? Je suis sorti de ma voiture et je me suis glissé vers la porte. Il n'était pas verrouillé. Je l'ai poussé à ouvrir une fissure et j'ai regardé dans l'espace poussiéreux caverneux. C'était une sorte de studio d'art de fortune. Les toiles étaient partout. Certains massifs peints avec un style agressif chaotique que j'ai reconnu dans les carnets de croquis de Maya. Mais au centre de la pièce, il y avait autre chose. Un groupe de personnes,
peut-être 5 ou 6, tous vêtus de la même esthétique sombre, ont été rassemblés autour de Kai. Maya s'est légèrement éloignée, regardant. Ils ne peignaient pas. Ils emballaient quelque chose. Ils avaient une échelle, de petits sacs en plastique et plusieurs grands emballages en forme de briques enveloppées dans du plastique. Mon sang a couru froid. Ce n'était pas seulement des bêtises philosophiques. Ce n'était pas seulement un petit ami contrôlant. C'était une opération de médicaments. Et ma fille, mon Maya, se tenait en plein milieu. Elle n'était pas seulement un pion. Elle était complice. L'ampleur de la trahison était stupéfiante. Ce n'était pas seulement contre moi et Sarah. C'était une trahison d'elle-même, de chaque valeur que nous avions jamais essayé de lui inculquer. Je suis tombé en arrière de la porte, mon haleine se rattrapant dans ma gorge. Je suis retourné à ma voiture, mon esprit un blanc et rugissant statique. Je ne savais pas quoi faire. Appeler la police. Si je le faisais, Maya serait arrêtée. Elle aurait un casier judiciaire. Sa vie serait ruinée. Mais si je ne le faisais pas, elle a été empêtrée avec un criminel, un trafiquant de drogue, qui avait complètement repris sa vie. Quelle était la bonne chose à faire? Comment économisez-vous votre enfant lorsqu'elle ne veut pas être sauvée? Comment la sauvetais-tu quand elle en fait partie? Je suis rentré chez moi dans un jour, le monde à l'extérieur de mon pare-brise, un flou insignifiant. Quand je suis entré dans la maison, Sarah a jeté un coup d'œil à mon visage et savait que quelque chose n'allait pas. Franck, qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? Je ne pouvais pas parler. Les mots ont été logés dans ma gorge. J'ai juste secoué la tête et coulé sur le canapé. Le poids de ce que j'avais vu m'écraser. Je devais la protéger, mais je devais aussi l'arrêter. Les deux objectifs semblaient incroyablement, tragiquement, en désaccord. C'était l'état d'esprit dans lequel j'étais quand le coup est arrivé plus tard dans la soirée. Le coup qui a conduit à la gifle, le moment qui finalement, irrévocablement, a tout brisé. Après avoir giflé, après avoir vu la satisfaction froide dans les yeux de Kai, quelque chose en moi s'est cassé. Le débat était terminé. La paralysie de l'indécision a disparu, remplacée par une certitude terrible et claire. J'ai regardé Maya, directement à Sarah, qui était encore gelée dans l'embrasure de la porte. Son visage un masque de choc et de chagrin. Je n'ai pas dit un mot. Je viens de sortir mon téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant ce que je faisais. Elle secoua la tête, un petit geste désespéré. Don't, elle a bouché. Mais il était trop tard. J'avais déjà composé le 911. Je m'appelle Frank Miller, ai-je dit. Ma voix est froide et même comme une rivière gelée. Il y a un homme sur ma propriété qui refuse de partir. Son nom est Kai. Je crois qu'il est un trafiquant de drogue, et il est avec ma fille, Maya Miller. Veuillez envoyer une voiture. J'ai regardé la couleur s'écouler du visage de Mia. La rage provocante a été remplacée par un scintillement de vraie peur. Le sourire narquois de Kai a finalement faibli. Il attrapa le bras de Mia. Nous partons, siffla-t-il. Mais je suis entré devant eux, bloquant le chemin vers l'allée. Vous n'allez nulle part, dis-je. L'attente pour la police a été les 10 plus longues minutes de ma vie. Nous nous tenions 4 sur le porche dans une impasse nue étendue. Les yeux de Kai se sont précipités, évaluant les itinéraires d'évasion. Maya tremblait, me cherchait à Kai, son allégeance pour la première fois semblant vaciller. Sarah s'était retirée dans la maison et je pouvais entendre ses sanglots étouffés. J'ai ressenti un terrible sentiment d'échec d'avoir amené notre famille à ce point catastrophique. Mais en dessous, il y avait aussi un ruban de soulagement. Le secret était sorti. La chose tacite qui avait empoisonné notre maison a finalement été entraînée dans la lumière. Lorsque la voiture de patrouille s'est arrêtée, ses lumières clignotant silencieusement. L'effet a été instantané. Le sang-froid de Kai s'est brisé. Il ressemblait à un animal acculé. Les deux officiers qui sont sortis étaient calmes, professionnels, leur présence changeant immédiatement la dynamique du pouvoir. Quel semble être le problème ici? Demanda l'officier plus âgé, ses yeux prenant la scène. J'ai expliqué ce qui s'était passé, l'intrusion, la gifle, mes soupçons sur les médicaments. Je leur ai parlé de l'entrepôt. Kai a immédiatement commencé à parler, sa voix lisse et raisonnable à nouveau. C'est un malentendu. Les officiers, ma copine et moi n'avions que le désaccord avec son père. Il devient un peu émotif. Il n'y a pas de médicaments.
Il était bon. Il était très, très bon. Il me peignait comme le père hystérique et surprotecteur. Mais j'avais vu ce que j'avais vu. Vérifiez l'entrepôt de Phoenix Street, dis-je, en regardant directement l'officier. Il a une clé. Il s'agit d'un centre de distribution. Le jeune officier a regardé Kay, puis Maya. Madame, c'est vrai? Maya regarda Kay, les yeux écarquillés de panique. Il lui lança un coup d'œil, une petite secousse de la tête presque imperceptible. Non, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Mon père et qu'il ne va pas bien. Il imagine des choses. Le mensonge était un couteau dans mon instinct. Après tout, après l'avoir vu debout là, elle le protégeait toujours. Elle le choisissait par rapport à moi, plutôt que la vérité. Mais l'officier plus âgé ne l'achetait pas. Il en avait trop vu. Il y a eu un regard dans ses yeux qui m'a dit qu'il avait reconnu Kay pour ce qu'il était. Nous allons jeter un œil à cet entrepôt, a-t-il dit, sa voix. Et vous allez vous venir avec nous. Alors qu'ils étaient conduits à la voiture de patrouille, Maya me regarda, son visage un mélange de haine et de terreur. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, a-t-elle bouché. Je me tenais juste sur le porche, ma joue palpitante, mon cœur une pierre froide et lourde dans ma poitrine, et j'ai regardé la voiture s'éloigner, emporter ma fille avec. J'avais gagné la bataille, mais j'étais terriblement certain que je venais de perdre la guerre. Les heures qui ont suivi étaient un flou de silence engourdi. Sarah et moi nous sommes assis dans le salon, l'espace entre nous sur le canapé se sentant comme un canyon de large. Elle ne pleurait plus, regardant juste en fixement l'écran de télévision sombre. J'ai essayé de lui parler pour expliquer pourquoi je devais passer l'appel, mais les mots étaient creux et inutiles. Que puis-je dire? J'avais placé la police sur notre propre enfant. Vers 3 heures du matin, le téléphone a sonné. C'était un détective Martinez de la division des stupéfiants. Monsieur Miller, dit-il, sa voix lasse. Votre conseil était bon. Très bien. L'entrepôt était exactement ce que vous avez dit. Nous avons Kay ou quel que soit son vrai nom, et son équipage. C'est un buste important. J'ai ressenti une vague de soulagement si fort que mes genoux se sont faibles. Et Maya? J'ai demandé à ma voix de craquer. Et ma fille? Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Elle est là. Nous la remettons en question. Elle prétend qu'elle était une victime, qu'elle a été contraignante, qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait vraiment. Compte tenu de son âge et de son manque de dossier antérieur, et avec vous et votre femme en tant que témoignage de personnage, il y a de fortes chances que le DA la verra de cette façon aussi. Elle pourrait s'en tirer avec un service communautaire et des conseils obligatoires. Dieu merci. Je respire. Fermez les yeux. Nous allons la libérer sous votre garde le matin. Mais monsieur Miller, vous devez comprendre ce type. Kay, c'est un joueur sérieux. Ce n'est pas sa première fois à corrompre un jeune à utiliser comme bouclier. Votre fille a de la chance. La plupart d'entre eux ne le sont pas. Nous l'avons récupérée à la gare le lendemain matin. Elle avait l'air petite et perdue dans les lumières fluorescentes dures, le maquillage provoquant se frottait de son visage. Elle ressemblait à nouveau à mon Maya, mais ses yeux étaient vides. Elle a refusé de me regarder. La voiture rentre à la maison. Quand nous sommes revenus à la maison, elle est allée directement dans sa chambre et a fermé la porte. Nous avions embauché un avocat, une femme nette et chère nommée Madame Davis, qui a confirmé ce que le détective Martinez avait dit. La meilleure stratégie de Maya était de jouer le rôle de la victime naïve et manipulée. Elle doit être convaincante, Mademoiselle Davis nous a prévenus. Elle doit montrer des remords. Le DA doit croire qu'elle était au-dessus de sa tête. Et ainsi a commencé la prochaine phase de notre cauchemar, la performance. Maya est sortie de sa chambre. Elle s'est excusée auprès de Sarah. Elle marmonna même des excuses à tire-cœur, ses yeux fixés sur le sol. Elle a commencé à nettoyer sa chambre, à emballer les vêtements noirs, à jeter l'art sombre. Elle jouait le rôle de la fille prodigue revenant du désert. Mais tout était un acte. Je pouvais le sentir. Il n'y avait pas de véritable remords, juste un effort froid et calculé pour se sauver. La chaleur n'était pas remise à ses yeux. Elle ne faisait que parcourir les mouvements. Sarah, désespérée pour tout signe de notre vieille fille, a choisi de le croire. Elle s'est effondrée sur Maya, cuisinant ses repas préférés, essayant de la faire dans la conversation. Je ne pouvais pas.
J'avais l'impression de vivre avec un étranger, une actrice hautement qualifiée qui avait maîtrisé le rôle de ma fille. La trahison avait muté. Ce n'était plus un acte de défi ardent, mais une tromperie froide et silencieuse qui se produisait juste sous notre propre toit. J'avais l'impression de devenir fou, le seul à pouvoir voir la vérité. Un soir, environ une semaine après son arrestation, j'étais dans le garage à la recherche d'un outil. J'ai déplacé une vieille boîte de peinture et j'ai vu quelque chose derrière. C'était un petit cahier en spirale. J'ai reconnu l'écriture artistique soignée de Mia sur la couverture. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ce n'était pas de la poésie. C'était un grand livre. Date, nom que je n'ai pas reconnu, les poids et les montants en dollars. Transactions méticuleusement enregistrées. Page après page d'entre eux. Ma fille n'était pas une victime. Elle n'était pas un pion. Elle était la comptable. Elle était au cœur financier de toute l'opération. Je me suis coulé sur une caisse poussiéreuse, le cahier ouvert sur mes genoux, la preuve de sa complicité profonde et disposée me regardant. C'était la vraie elle, pas le go provoquant, pas la victime repentante. C'était elle, un criminel, un menteur. Je suis retourné dans la maison, le grand livre dans ma main. Maya et Sarah étaient dans la cuisine. Maya aidait sa mère à couper des légumes pour le dîner, une photo de l'harmonie domestique. L'hypocrisie m'a rendu malade. Je me dirigeai vers le comptoir et gifle le cahier devant elle. « Qu'est-ce que c'est, Maya » ai-je demandé, ma voix dangereusement silencieuse. Elle a regardé le cahier et pour la première fois depuis son arrestation, le masque a glissé. J'ai vu une panique pure et pure dans ses yeux. Sarah regarda du cahier au visage de Maya. Sa propre expression un mélange de confusion et d'horreur naissante. « Franck, qu'est-ce que tu fais » elle a demandé. « Demandez à votre fille, dis-je, mes yeux sont verrouillés sur Emma. Demandez-lui ce que c'est. » Maya regarda le cahier, puis moi, sa poitrine s'élevant et tombant rapidement. Le silence s'étendait épais et suffocant. Et puis elle s'est cassée. Un sanglot cru et en lambeaux lui avait déchaîné de sa gorge. Elle coulait au sol, son corps tremblant. Je l'aimais, pleura-t-elle, les mots étouffés par ses mains. Il a dit que nous construisions un nouveau monde, un meilleur. Il a dit que l'argent n'était qu'un outil, un moyen d'être libre du système. Je l'ai cru. Je croyais tout. Sarah se précipita vers elle, enroulant ses bras autour de notre fille sanglotée. Je me tenais juste là en tenant le comptoir pour obtenir du soutien. Le grand livre est une présence toxique entre nous. Elle avait avoué, mais sa confession n'était pas pour moi. Il n'était pas né de remords pour ce qu'elle nous avait fait, pour elle-même. C'était une complainte pour son amour perdu, pour le rêve brisé qu'il lui avait vendu. À ce moment-là, j'ai compris la vérité la plus profonde et la plus douloureuse de toutes. La trahison ultime n'était pas qu'elle m'avait menti ou m'a giflé ou aidé un trafiquant de drogue. La trahison ultime était que dans les chambres secrètes de son cœur, elle m'avait remplacé. Elle avait choisi un nouveau père, un nouveau Dieu, et son nom était Kai. Et moi, son vrai père, j'étais rien de plus qu'un obstacle à gérer, un problème à résoudre. La famille qu'elle pleurait n'était pas la nôtre. C'était celui qu'elle pensait construire avec lui. Et debout là dans ma propre cuisine en regardant ma femme réconforter la fille qui avait si complètement et complètement trahi. Je ne m'étais jamais senti plus seul dans mon tout.